Dans une salle de bal pleine de voix, Léo Gravois se tenait à l'écart sourd, ignoré, tandis que son père éblouissait la foule sans jamais tourner les yeux vers lui. Puis la fille d'une gouvernante osa s'approcher. « Bonjour », signa-t-elle en langue des signes française. Et pour la première fois le visage de Léo s'illumina de joie. Mais lorsque Richard Gravois remarqua la scène, sa réaction allait plonger le silence encore plus profondément. Voici l'histoire d'un garçon oublié, d'une fillette solitaire et d'un homme en deuil qui redéfinirent ce que signifie vraiment écouter. Avant de plonger dans le récit, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous aimons voir jusqu'où voyagent ces histoires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Entrons maintenant dans l'histoire. Une fillette de 11 ans se tenait seule, un fantôme, dans un palais de miroirs. Elle observait l'homme qui possédait ce palais, ignorait la seule personne qui comptait vraiment. Une question se forma dans son esprit d'enfant. Comment une salle si remplie de bruit pouvait-elle être aussi assourdissante de silence? La grande salle du manoir des Gravois étincelait. Des lustres de cristal projetaient leur lumière sur les parquets cirés. Les hommes en costumes sombres et les femmes en robes de soie, aux couleurs éclatantes, glissaient dans la pièce comme des navires élégants sur une mer calme. Leurs rires formaient un murmure constant, ponctué du tintement délicat des verres de champagne. Pour Claire, 11 ans dissimulée derrière les lourdes tentures de velours du petit salon ouest, c'était un autre monde. Elle n'était pas censée en faire partie. Elle était là seulement parce que sa mère Suzanne était gouvernante en chef et que le gala de bienfaisance de ce soir exigeait toutes les mains disponibles. « Reste à l'écart », ma chérie avait chuchoté sa mère plus tôt, ses mains sentant la cire au citron et l'inquiétude. Et surtout ne touche à rien. Claire n'avait aucune intention de toucher quoi que ce soit. Les vases ornés et les statues brillantes semblaient aussi fragiles que du sucre filé. Elle se sentait comme un petit oiseau terne qui s'était égaré dans une volière de paon. Sa simple robe bleue la plus belle qu'elle possédait lui paraissait un uniforme scolaire au milieu de cette mer de soie et de satin. Elle serrait dans ses mains un petit livre usé à la couverture, adouci par le temps. C'était un mince recueil de poèmes d'Apollinaire, le favori de son arrière-grand-père. C'était son ancre dans cet univers écrasant. Son arrière-grand-père, Henri, avait été héros de guerre. Il ne parlait guère des décorations qui reposaient dans une boîte de velours sur sa commode, mais il parlait souvent des hommes avec qui il avait servi. Il avait appris à Claire que le courage le plus important ne se trouvait pas sur un champ de bataille, mais dans les moments silencieux où l'on choisit de voir quelqu'un que tout le monde ignore. « Ne laisse jamais un camarade derrière toi, Claire, disait-il d'une voix grave. Ce n'est pas seulement pour les soldats, c'est pour les gens. » Il avait eu un ami pendant la guerre, un certain David, qui avait perdu Louis lors d'une explosion. L'arrière-grand-père Henri avait appris quelques signes en l'SF pour parler avec lui. Juste les bases. « Bonjour ami, ça va, merci. » Il les avait enseignés à Claire, ses grandes mains bienveillantes, traçant les formes avec lenteur. Pour lui, c'était une autre façon d'écouter avec les yeux. Depuis sa cachette, les yeux de Claire balayaient la foule. Son regard passa devant le maire de Paris, devant une actrice célèbre, et s'arrêta sur l'hôte de la soirée, Monsieur Richard Gravois. Patron d'un immense groupe technologique, un homme dont le visage ornait souvent les couvertures de Le Figaro Économie ou de Les Échos. Grand élégant avec des tempes grisonnantes, il se mouvait dans la salle avec assurance, serrant des mains, offrant un sourire à la fois charmant
et distant. Tout le monde voulait un instant de son attention. Il était le soleil, et tous gravitaient autour de lui. Mais Claire ne regardait pas Monsieur Gravois. Elle observait le garçon qui se tenait dans son ombre. Dans un coin reculé, à moitié dissimulé par un haut piédestal de marbre, se tenait un garçon d'à peu près son âge, peut-être un peu plus âgé. Il portait un costume parfaitement taillé, mais sa posture était raide, ses épaules repliées. Ses cheveux sombres ressemblaient à ceux de son père, tandis que tout le monde riait et parlait, lui restait totalement silencieux. Ses yeux d'un bleu profond et intelligent suivaient les conversations alentour. Il fixait les lèvres des gens avec une concentration si intense que le cœur de Claire se serra. C'était Léo Gravois, le fils du grand industriel. Claire l'avait déjà aperçu de loin, par une fenêtre ou marchant avec un précepteur dans les vastes jardins. Elle savait par les murmures du personnel qu'il était sourd. Sa mère était morte dans un accident de voiture. Des années auparavant, le même accident qui lui avait pris Louis. Ce soir-là, il paraissait absolument seul. Les invités lui jetaient parfois un coup d'œil, lui adressaient un petit sourire compatissant, puis retournaient à des conversations vibrantes qu'il ne pouvait rejoindre. Une femme en robe rouge étincelante lui tapota l'épaule en passant comme s'il était un meuble décoratif. Un autre homme se pencha vers lui et lui parla très fort, exagérant chaque mouvement de bouche. Léo se contenta d'un bref hochement de tête poli, son expression inchangée. Personne ne lui parlait vraiment. On lui parlait au-dessus, ou pire encore, à propos de lui en s'adressant à son père, qui répondait sans jamais poser les yeux sur son fils. Claire sentit dans sa poitrine une douleur familière. C'était celle que son arrière-grand-père avait décrite, la douleur de voir un homme laissé derrière. Elle regarda Richard Gravois recevoir une distinction. Les flashs crépitaient, les applaudissements résonnaient dans la salle. Pas une seule fois, il ne tourna son regard vers son fils. Pas une seule personne n'osa franchir le cercle invisible de silence qui entourait le garçon. L'avertissement de sa mère reste à l'écart, résonnait encore dans ses oreilles, mais les paroles d'Henri sonnaient plus fort. C'est pour les gens. Prenant une profonde inspiration, Claire glissa son petit livre dans la poche de sa robe. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, un tambour affolé dans la symphonie du gala. Elle sortit de derrière les rideaux et traversa le parquet de marbre, ses chaussures simples, ne faisant aucun bruit. Elle sentit des centaines de regards se tourner vers elle, cette petite fille en robe ordinaire, traversant la salle de bal, avec une détermination qui paraissait déplacée. À mesure qu'elle approchait, les yeux vigilants de Léo finirent par la remarquer. Il eut l'air surpris, puis méfiant, comme s'il s'attendait à un autre invité venu lui offrir un sourire compatissant et inutile. Il se raidit, son masque poli bien en place. Claire s'arrêta à quelques pas de lui. Elle ne dit rien. Elle leva ses mains comme son arrière-grand-père le lui avait appris. Ses doigts lui semblaient maladroits et trop petits, mais elle forma le signe lentement, soigneusement. « Bonjour ». Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Le masque poli ne se fissura pas seulement, il s'effondra complètement. Une seconde durant, il resta figé regardant ses mains comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Puis un sourire lent et éclatant se répandit sur son visage, un sourire de joie, pur sans filtre, qui le transforma. La tension quitta ses épaules. La solitude dans ses yeux disparut, remplacée par une lumière de bonheur véritable. Ses propres mains, jusque-là crispées le long de son corps, s'élevèrent et bougèrent, avec une grâce qui la fascina. « Bonjour », signa-t-il en retour, ses gestes rapides et assurés.
tu connais la langue des signes ?» Claire ressentit un immense soulagement. Elle répondit avec les quelques signes qu'elle connaissait ces mouvements lents et appliqués. Un peu, c'est mon arrière-grand-père qui m'a appris. Le sourire de Léo ne disparut pas. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle épela son prénom, C-L-A-I-R-E. Ses doigts étaient raides et elle était sûre de mal faire, mais Léo comprit. « Je suis Léo », signa-t-il en pointant vers lui avec panache. Leur conversation fut simple, hésitante, bâtie sur les quelques mots que Claire connaissait et les nombreux gestes qu'ils inventaient sur le moment. Elle lui demanda s'il aimait la fête. Il fronça le nez et fit un signe qu'elle ne connaissait pas, mais l'expression de son visage était limpide, ennuyeux. Elle éclata de rire et il lui répondit d'un large sourire. Il montra la foule, puis gonfla ses joues et fit un geste comme un paon déployant sa roue. Claire comprit aussitôt des frimeurs. Pour la première fois de la soirée, Léo n'était plus seulement un garçon triste et silencieux dans un coin. Il était drôle, il était vif, et pour la première fois, quelqu'un lui parlait dans une langue qu'il pouvait comprendre. Ils se tenaient dans leur propre bulle de silence, une île tranquille, au milieu d'un océan bruyant, et eurent la première véritable conversation de sa soirée. De l'autre côté de la salle, Richard Gravois recevait des félicitations, complètement inconscient, que son fils, à quelques mètres de là, souriait un vrai sourire pour la première fois de la nuit. Il ne voyait pas la fille de gouvernante qui avait osé traverser la salle. Il ne voyait pas la conversation silencieuse et magique qui naissait dans son ombre. Tout ce qu'il voyait, c'était la lumière des projecteurs. La nuit continua brouillard de musique et de conversations qui glissaient autour de Claire et Léo sans les atteindre. Leur monde silencieux était bien plus passionnant. Léo lui parla de son amour pour les étoiles. Il utilisa ses mains pour lui montrer les anneaux de Saturne et les vastes bras tourbillonnants d'une galaxie. Il expliqua qu'il aimait l'astronomie parce que c'était une beauté que l'on n'avait pas besoin d'entendre. L'univers était silencieux comme lui. Claire, à son tour, lui parla de son arrière-grand-père. Elle lui montra le livre de poèmes usés. Elle expliqua qu'Henry avait combattu à la guerre il y a longtemps, très longtemps, et qu'il avait appris l'importance des choses silencieuses. Elle essaya de signer l'idée de ne laisser personne derrière, et Léo sembla en saisir le sens, sinon les mots exacts. Il hocha lentement la tête, une expression pensive sur le visage. Leur moment fut interrompu lorsqu'une femme sévère, un dossier à la main, apparut aux côtés de Léo. C'était l'assistante de M. Gravois. Elle ne regarda même pas Claire, ses yeux la balayant, comme si elle n'était qu'un chat errant entré par mégarde. Elle toucha le bras de Léo et désigna son père. Ses lèvres formèrent les mots « Il est temps » pour les photographies. Le visage lumineux de Léo s'assombrit aussitôt. Le masque poli et vide se remit en place. Avant de partir, Léo regarda Claire. Ses mains bougèrent rapidement dans un geste qu'elle ne connaissait pas. Puis il tapa sa poitrine, la désigna et fit le signe de l'ami. Il s'éloigna, rejoignant l'orbite de son puissant père. Il se plaça à ses côtés pour les photographies. Parfait accessoire silencieux. Claire le regarda s'éloigner le cœur, traversé d'un mélange de tristesse et d'une joie farouche. Elle avait fait quelque chose d'important ce soir-là. Elle avait vu quelqu'un. Elle se glissa de nouveau vers les tentures au moment où sa mère la retrouva. Le visage de Suzanne était marqué d'inquiétude. « Claire, je te cherchais. Que faisais-tu là-bas ?»« Je parlais juste avec le garçon, » répondit doucement Claire. Les yeux de sa mère se tournèrent nerveusement vers les Gravois. « Chérie, tu ne peux pas les déranger. Ils sont différents de nous.
Il vaut mieux garder tes distances. » Claire regarda sa mère, puis de nouveau Léo, qui était redevenu seul. La brève lumière dans ses yeux s'était éteinte. « Mais maman, murmura-t-elle, il était seul. » Suzanne n'eut aucune réponse. Elle prit simplement la main de Claire, la serra un peu trop fort, et la ramena vers les cuisines, loin de ce monde étincelant qui n'était pas le leur. Mais Claire savait que quelque chose avait changé. Elle avait franchi une ligne pas seulement sur le parquet de marbre, mais dans sa propre vie, et elle sentait qu'elle la franchirait encore. Dans les semaines qui suivirent, le gala redevint un souvenir lointain. Pourtant, tout semblait différent pour Claire. Le grand manoir qui lui avait toujours semblé un musée intimidant abritait désormais un secret, un ami. Elle accomplissait ses petites corvées, aidant sa mère à épousseter les vastes pièces vides ses yeux, cherchant toujours un signe de Léo. Leur amitié éclot dans des instants volés, vivant dans les coins silencieux du domaine, à l'abri des regards de M. Gravois ou de ses employés. Ils se retrouvaient dans l'immense bibliothèque baignée de soleil. Léo lui montrait des ouvrages remplis de photos de nébuleuses lointaines et de cartes du ciel. Il traçait les constellations du doigt, et Claire essayait d'apprendre les signes correspondant à leur nom. Elle était une élève lente, son vocabulaire grandissant mot après mot. Étoile, lune, planète, lointain. Léo, en revanche, était un professeur patient. Il corrigeait doucement la position de ses mains, un petit sourire aux lèvres quand elles réussissaient enfin un signe. Il avait un humour vif et sec que seule elle savait percevoir. Un après-midi, en feuilletant un livre sur la Rome antique, il montra le buste sévère d'un empereur et signa « On dirait mon père » avant son premier café. Claire avait étouffé un rire cachant sa bouche derrière ses mains. Leur lieu de rencontre favori était le vaste jardin à l'arrière du domaine. Un labyrinthe de rosiers de banque cachés et un grand saule pleureur dont les branches formaient une tente verte secrète. Sous cet arbre, ils étaient dans leur propre monde. Léo parla à Claire de sa mère. Elle aimait ce jardin, signa-t-il un après-midi ensoleillé en touchant le pétale d'une rose blanche. Elle jouait du piano. Toute la maison en était remplie. Il posa sa main sur le banc de bois, ferma les yeux. Elle m'a appris à sentir la musique, les vibrations. Une ombre passa sur son visage. Après sa mort, la musique s'est arrêtée. Et puis le silence a commencé. Il toucha son oreille, un simple geste qui portait tout un monde de pertes. Il lui raconta l'accident, un souvenir de flash et de sensation. Le crissement des pneus qu'il avait plus senti qu'entendu, le choc violent, puis le réveil, dans une chambre d'hôpital, dans un monde devenu totalement muet. Son père était là, mais son visage n'était qu'un masque de douleur. Léo avait essayé d'appeler sa mère, mais il n'entendait plus sa propre voix. Tout ce qu'il voyait, c'était l'immense tristesse dans les yeux de son père. « Il ne parle jamais d'elle, » signa Théilo, « jamais. Il n'y a aucune photo d'elle dans la maison. Le piano a disparu. C'est comme s'il essayait de l'oublier. » Claire l'écouta, le cœur serré, pour ce garçon assis à côté d'elle. Il avait perdu sa mère, son ouïe, et d'une certaine manière son père aussi, tout en même temps. Mon arrière-grand-père dit que les souvenirs sont ce qui nous permet de garder les gens auprès de nous, dit Claire à voix basse, puis elle signa lentement les mots qu'elle connaissait. Souvenir gardé personne. Léo comprit. Les souvenirs de mon père le rendent triste. Alors, il les cache. Claire commençait à voir la vérité dans les paroles de Léo. Elle observait M. Gravois de loin. C'était un homme qui semblait avoir tout, mais qui était profondément seul. Il se déplaçait dans sa magnifique demeure comme un fantôme. Ses interactions avec son fils étaient brèves et maladroites.
Il faisait gérer la vie de Léo par son assistante, ses rendez-vous, ses cours, ses obligations. La communication n'était qu'une transaction confiée à d'autres. Monsieur Gravois pourvoyait à tout, sauf à ce qui comptait le plus. Il n'avait jamais essayé d'entrer dans le monde silencieux de son fils. La mère de Claire devenait de plus en plus anxieuse au sujet de cette amitié secrète. « Claire, tu es une gentille fille, mais tu dois comprendre notre situation, » lui dit un soir Suzanne dans leur petit appartement, bien tenu, au-dessus du garage. « Nous travaillons pour Monsieur Gravois. Nous vivons ici grâce à sa générosité. Nous ne pouvons pas franchir les limites. Mais je suis juste son amie maman. »« Il n'en a pas d'autre, » répondit Claire. « Ce n'est pas à nous de réparer cela, » dit Suzanne, mais sa voix manquait de conviction. Elle était une femme au cœur doux, et elle voyait bien le changement chez Léo. Il souriait davantage, passait plus de temps dehors. Elle savait que Claire en était la raison, mais la peur était puissante, peur de perdre son emploi, leur logement. Claire, pourtant, était animée par quelque chose de plus fort que la peur. Chaque fois qu'elle doutait, elle ouvrait la petite boîte où elle conservait les affaires de son arrière-grand-père. Elle contenait 2 médailles, une photo en noir et blanc de lui en uniforme et une liasse de lettres attachées d'un ruban décoloré. Elle relisait ces mots sur le devoir, l'honneur et l'importance de veiller les uns sur les autres. Il lui avait appris que faire ce qui est juste n'est presque jamais facile. Et son amitié avec Léo lui paraissait être la chose juste. Ce fragile équilibre fut brisé un après-midi d'automne. Claire et Léo se trouvaient dans le jardin, près du vieux mur de pierre qui bordait le bois. Léo, étonnamment agile grimpeur, avait escaladé le mur pour récupérer un cerf-volant coincé dans une haute branche. Alors qu'il l'atteignait, son pied glissa sur une plaque de mousse. Il tomba. Ce n'était pas une grande chute, 6 ou 7 pieds tout au plus, mais il atterrit maladroitement. Claire courut vers lui. Il s'était redressé, le visage pâle et crispé de douleur. Il montra sa cheville déjà gonflée. Mal signa-t-il sa main tremblante. La panique saisit Claire. Elle savait qu'il fallait chercher de l'aide, mais elle ne pouvait pas le laisser. « Reste ici, » dit-elle en signant du mieux qu'elle put. « Reste moi chercher aide. » Elle se mit à courir plus vite qu'elle n'avait jamais couru, franchit en trombe les portes vitrées du manoir, les joues rouges, le souffle court. « À l'aide !» cria-t-elle. « C'est Léo, il est blessé. » Quelques domestiques se retournèrent surpris. Mais ce fut Monsieur Gravois lui-même qui apparut en haut du grand escalier, attiré par le tumulte. Il vit Claire, ses yeux se plissant de confusion et d'agacement devant cette interruption soudaine. « Que signifie tout cela ?» demanda-t-il d'une voix tranchante. « C'est Léo, » haleta Claire, en pointant vers le jardin. Il est tombé. Sa cheville. Le visage de Richard Gravois devint livide. Il dévala l'escalier en un instant, bousculant Claire et courant vers le jardin. Elle le suivit de près. Ils trouvèrent Léo là où elle l'avait laissé, essayant courageusement de ne pas pleurer. Richard s'agenouilla près de son fils, ses mains hésitant, incertaines. « Léo, ça va, peux-tu te lever ?» demanda-t-il, la voix tendue. Léo secoua la tête, les yeux écarquillés de douleur. Il tenta de parler, mais seul un son frustré sortit. Il regarda son père avec désespoir, ses mains commençant à former un signe. Mais Richard ne regardait pas ses mains. Il fixait la cheville, la terre sur ses vêtements. Il voyait le problème, pas la personne. « Ça va aller, mon fils. On va te rentrer appeler le médecin, » dit-il avec le calme forcé d'un homme gérant une crise, un ton complètement déconnecté du garçon effrayé devant lui. Le visage de Léo se crispa de frustration. Il essaya encore de signer, pour expliquer,
Mais son père ne regardait toujours pas. Déjà il aboyait des ordres à la gouvernante accourue derrière eux, lui demandant d'appeler son médecin personnel. C'est à ce moment-là que Claire vit le gouffre entre eux si clairement. Ce n'était pas un fossé de silence, mais un fossé d'attention. Monsieur Gravois était là, mais il n'était pas présent. Léo abandonna l'idée de communiquer avec son père. Ses yeux trouvèrent Claire. Ses mains bougèrent, formant une question qu'elle connaissait bien. Ça va. Même dans sa douleur, il s'inquiétait pour elle, sachant qu'elle risquait des ennuis pour tout cela. Claire ne put le supporter davantage. L'injustice, l'aveuglement de la situation lui pesaient comme une pierre. La voix de son arrière-grand-père rugissait dans ses oreilles. « Ne laisse jamais quelqu'un derrière toi. » Elle fit un pas en avant. Sa voix, quand elle parla, était faible, mais ferme, Monsieur Gravois. Il la regarda d'un air agacé. « Pas maintenant, jeune fille. Il essaie de vous parler. » insista Claire, son courage la surprenant elle-même. Richard regarda Claire, puis le visage douloureux de son fils. Pour la première fois, il sembla remarquer les mains de Léo, qui essayaient encore de former des mots. Il parut désemparé, perdu. « Je ne comprends pas ce qu'il dit, » admit-il ces mots, ayant un goût d'échec. Il dit que ce n'était pas une grosse chute, traduisit Claire, en observant les mains de Léo. Et il demande si je vais avoir des ennuis. Richard fixa Claire, puis reporta son regard sur Léo. Une lueur, de honte peut-être, traversa ses traits. Il vit son fils souffrir, réconfortant la petite fille, qui était sa seule amie, et lui, le père puissant, n'était rien de plus qu'un spectateur impuissant. Plus tard, dans la soirée, après le passage du médecin, qui confirma qu'il ne s'agissait que d'une entorse, la mère de Claire lui dit que Monsieur Gravois voulait la voir. Seule dans son bureau, Suzanne était terrorisée. « Sois polie, » chuchota-t-elle à sa fille. « Excuse-toi d'avoir été là où tu n'aurais pas dû. Et n'en dis pas plus. » Les jambes tremblantes, Claire marcha jusqu'à la tanière du lion. Le bureau de Monsieur Gravois était vaste et imposant, tapissé de boiseries sombres et de livres reliés de cuir. Un immense bureau se dressait devant une fenêtre donnant sur les lumières de la ville. Mais Richard n'était pas assis. Il se tenait près de la vitre, le dos tourné. Entredit-il sans se retourner. Claire franchit le seuil, les mains étroitement croisées dans son dos. La pièce était si silencieuse qu'elle entendait le tic-tac de l'horloge dans le coin. Enfin, il se tourna vers elle. Son expression n'était pas colérique, mais infiniment plus complexe, fatiguée, triste, profondément conflictuelle. Le docteur a dit que Léo ira bien. Quelques semaines de repos, déclara-t-il d'un ton formel. Il marqua une pause, la scrutant. « Tu es son ami. Ce n'était pas une question. » Claire hocha la tête, la gorge trop sèche, pour parler. « Depuis quand ?»« Depuis le gala, » murmura-t-elle. Il expira longuement. « Tout ce temps juste sous mon nez. » Il s'avança jusqu'à son bureau et s'assit, lui indiquant de prendre place en face. Elle se sentit convoquée, comme par un roi. « Aujourd'hui dans le jardin ?» commença-t-il en fixant ses mains. « Quand il était blessé, toi, tu l'as compris. Moi pas. Son propre père. » L'aveu semblait lui coûter énormément. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Pourquoi as-tu appris à lui parler ?» Claire pensa à la réponse polie, mais la vérité lui parut plus importante. « Parce qu'il était seul, » dit-elle simplement. « Mon arrière-grand-père m'a appris qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un seul, si on peut l'aider. » Richard Gravois la regarda alors, vraiment pour la première fois. Il ne vit pas seulement la fille de la gouvernante, mais une enfant avec une âme ancienne et une force intérieure de fer. « Ta mère m'a dit que tu es une excellente élève. »
reprit-il brusquement, que tu aimes lire, que tu veux devenir institutrice un jour. Claire hocha la tête confuse. « J'aimerais te faire une proposition, » dit-il sa voix, reprenant le ton d'un homme habitué aux négociations. « Je veux que tu continues ton amitié avec Léo, mais pas en secret. Je veux que tu sois officiellement sa compagne. » Devant l'incompréhension dans ses yeux, il ajouta « Bien sûr, je te rémunérerai, une généreuse allocation, et j'ouvrirai un fonds pour tes études. Une bourse complète pour l'université de ton choix. Tu pourras devenir l'enseignante que tu rêves d'être. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être son amie. Et je veux que tu m'enseignes aussi. » Ces 3 derniers mots restèrent suspendus entre eux. « Vous enseignez, » balbutia Claire, interloquée. « La langue des signes, précisa-t-il. Je veux que tu m'apprennes ce que tu sais. Je veux apprendre à parler avec mon fils. » Claire resta sans voix. Cet homme puissant et intimidant lui demandait à elle, une fillette de 11 ans, de lui enseigner. Il essayait de résoudre ce problème de la seule manière qu'il connaissait, en faisant une transaction, une affaire. Il tentait d'acheter un pont vers son propre fils et demandait à Claire d'en être l'architecte. Un carrefour moral se dressait devant elle, la peur de sa mère de dépasser les limites son propre désir d'un avenir qu'elle n'osait à peine imaginer, et le besoin brûlant d'un père et d'un fils de se retrouver. Dans le silence, Claire contempla l'homme assis dans ce fauteuil luxueux, et pour la première fois, elle ne se sentit pas intimidée. Elle vit au-delà du PDG, au-delà de la richesse et de l'autorité. Elle vit un père, égaré, noyé dans le silence, tendant la main vers la seule bouée qu'il entrevoyait. Son arrière-grand-père lui avait enseigné ce qu'était le courage, et elle savait, avec une certitude ancrée jusque dans ses os, que le courage n'était pas seulement foncer dans le danger. Parfois c'était rester immobile et tendre la main. « D'accord, » dit-elle la voix claire et assurée. « Je le ferai. Mais l'argent, la bourse, c'est pour ma maman, pour la remercier de tout. Pour moi, je veux seulement être l'ami de Léo. Et je vous enseignerai gratuitement. C'est aussi ça, être un ami. » Richard Gravois en resta stupéfait. Lui, l'homme qui ne comprenait les relations qu'en termes de transactions et de prix, se retrouvait face à des conditions simples et inconditionnelles, dans une langue qu'il ne connaissait pas. Il la fixa longuement, des émotions multiples, traversant son visage surprise, perplexité, puis un éclat qui ressemblait étrangement au respect. « Très bien, Claire, » dit-il, enfin un mince sourire se dessinant sur ses lèvres. « Nous ferons à ta manière. » La nouvelle de cet arrangement provoqua une onde de choc parmi le personnel de la maison. Claire, la fille de la gouvernante, devenait désormais la compagne officielle du jeune monsieur Gravois. Dans les cuisines, on chuchotait. Dans les couloirs, on jetait des regards curieux. Certains étaient envieux, d'autres méfiants. Mais Claire n'y prêta aucune attention. Son monde s'était réduit à 2 personnes, un garçon qui parlait avec ses mains et un homme désespéré d'apprendre cette langue. Sa mère Suzanne était un mélange de nerfs et d'optimisme prudent. « Une bourse complète, Claire. Tu sais ce que cela signifie ?» avait-elle dit, les yeux brillants de larmes. « Tu pourras devenir tout ce que tu veux. » Mais l'instant d'après, elle ajoutait « Fais attention, ma chérie. Souviens-toi de qui ils sont et de qui nous sommes. » Claire comprenait la peur de sa mère, mais elle ne la partageait pas. Son but était clair. Le premier cours avec M. Gravois fut terriblement maladroit. Ils se retrouvèrent dans la vaste bibliothèque, une pièce si grandiose qu'un murmure y sonnait comme un éclat de voix. Léo était présent, aussi installé dans un large fauteuil, le pied blessé, posé sur un tabouret, une lueur amusée dans les yeux.
Il était leur observateur silencieux, leur juge. « Bon », commença Claire, se sentant étrangement comme une maîtresse d'école face à son élève le plus intimidant. « Nous allons commencer par l'alphabet. Voici comment on signe A. » Elle leva la main pour former la lettre. Richard Gravois, l'homme qui dirigeait des conseils d'administration et avait bâti un empire technologique, contempla sa grande main, comme si elle lui était étrangère. Il tenta maladroitement d'imiter son geste. Ses doigts étaient raides, ses mouvements incertains. Non comme ça corrigea doucement Claire, en avançant pour ajuster son pouce. Il faut que ce soit un point fermé. Il recommença encore et encore. Depuis son fauteuil, Léo observait un léger sourire aux lèvres. Il signa à Claire. C'est un élève lent. Claire eut du mal à ne pas éclater de rire. Elle lui répondit en signe « Sois gentil ». Les cours devinrent une habitude régulière, 3 fois par semaine dans la bibliothèque. Richard était un élève appliqué, mais maladroit, habitué à tout maîtriser rapidement grâce à la logique et aux données. Il trouvait la langue des signes fluides et expressive particulièrement difficile. Son front se plissait de concentration. Lorsqu'il pratiquait l'alphabet, ses mouvements restaient lents et délibérés. Il se décourageait souvent, poussant un profond soupir quand ses doigts refusaient d'obéir. Un jour, lors d'une leçon particulièrement compliquée, il essayait d'apprendre le signe pour mère. Mais il se trompait sans cesse, le confondant avec celui pour père. « Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile », dit-il en secouant la tête exaspérée. Depuis son fauteuil, Léo signa à Claire. « Dis-lui de penser à elle, pas seulement aux mots. Dis-lui de la voir dans sa tête. » Claire transmit le message. Léo dit que vous devriez penser à sa maman quand vous faites le signe. Ne pensez pas seulement aux mots. Richard se figea la main en suspens. L'évocation de sa défunte épouse était un tabou, un fantôme jamais convoqué. Il regarda Léo dont l'expression restait sérieuse, pleine d'attente. Pendant des années, il avait tenté d'enterrer les souvenirs convaincus que c'était le seul moyen d'échapper à la douleur. Mais son fils lui demandait maintenant de se souvenir. Lentement, avec hésitation, Richard ferma les yeux. Claire voyait la tension crispant sa mâchoire. Il resta ainsi un long moment perdu dans une mémoire invisible pour elle. Quand il rouvrit les yeux, ils étaient emplis d'une tristesse profonde. Il leva la main vers son menton, le pouce effleurant sa peau, et forma le signe pour mère. Cette fois, il était parfait. Le sourire éclatant de Léo fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Il acquiesça à son père. « Oui », signa-t-il, « c'est elle. » Ce fut une minuscule percée, un mot unique dans un océan de silence. Mais c'était un début. C'était la première fois que Richard acceptait de partager un souvenir de son épouse avec son fils. Il n'avait pas prononcé son nom, mais il l'avait évoqué avec ses mains, et son fils avait compris. Au fil des semaines qui devinrent des mois, la vie de Claire se transforma. Elle n'était plus un fantôme dans le manoir. Elle avait une place, un rôle. Elle passait ses journées avec Léo. Une fois sa cheville guérie, ils explorèrent chaque recoin du domaine. Ils bâtirent des cabanes dans les bois, firent des pique-niques au bord du lac et passèrent des heures dans la bibliothèque, leurs conversations silencieuses coulant plus aisément que les paroles du monde des entendants. Le vocabulaire en langue des signes de Claire grandissait de façon exponentielle. Léo était un professeur né, et il se réjouissait de lui apprendre de nouveaux mots et expressions. Il lui montra les signes pour différents types d'étoiles, pour les noms des arbres du jardin, et surtout, il lui apprit à faire une blague. Son humour vif et observateur emplissait bientôt leur monde secret de rires silencieux. Elle découvrit aussi davantage la profondeur de sa solitude. Un jour,
Elle lui demanda s'il avait déjà eu des amis à l'école. Avant l'accident, sa vie était remplie de fêtes d'anniversaire et de jeux avec des amis. Après, signa-t-il, en prenant un air grave, tout avait changé. Je suis allé dans une nouvelle école, une école spécialisée pour enfants sourds. Mais je ne m'y suis pas intégré. Mon père voulait que j'apprenne à lire sur les lèvres, à parler. Il ne voulait pas que j'apprenne la langue des signes. Il disait que c'était une béquille, que je devais vivre dans le monde des entendants. La cruauté de cela frappa Claire. Dans son chagrin, Richard avait tenté de forcer son fils à être ce qu'il n'était pas. Il lui avait refusé la seule chose dont il avait le plus besoin, une langue qui soit véritablement la sienne. Il l'avait isolé non seulement du monde des entendants, mais aussi du monde des sourds. « J'ai appris à être un bon acteur », continua Léo. Hocher la tête, sourire, faire semblant de comprendre. C'était plus simple que d'essayer d'expliquer. Claire sentit la colère monter pour lui. « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi », signa-t-elle avec une intensité farouche. « Avec moi, tu es toi. » Léo la fixa, ses yeux bleus profonds, emplis d'une gratitude qui n'avait pas besoin de mots. Il tapa 2 fois sur sa poitrine. « Je sais », signa-t-il. Pendant ce temps, les leçons de Richard Gravois se poursuivaient. Lentement, avec beaucoup d'efforts, il bâtissait son vocabulaire, l'alphabet, les prénoms, les questions simples. « Comment ça va? Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» Chaque nouveau mot était une victoire, une pierre posée dans les fondations du pont qu'il essayait de construire. La première fois qu'il tenta une vraie conversation avec Léo fut un désastre. Il s'approcha de lui dans le jardin, les mains maladroitement suspendues le long du corps. Claire observait de loin. « Bonjour, mon fils », signa Richard, ses gestes raides. Léo leva les yeux surpris. « Bonjour, père. » Richard inspira profondément. « As-tu passé une bonne journée à l'école ?» Les signes étaient lents, chaque mot isolé, sans lien. Le front de Léo se plissa. La question était si simple, si générique, le genre de question qu'un étranger poserait. Pendant des années, ses précepteurs envoyaient chaque jour leur rapport écrit au bureau de son père. Richard savait exactement ce que son fils faisait à l'école, qui n'était en réalité qu'une série de cours particuliers au manoir. La question sonnait creux, vide de sens. Les épaules de Léo s'affaissèrent. Il fit un petit signe poli de la tête. Oui, ça allait. Richard tenta encore. Tu as étudié les mathématiques? Oui. La conversation s'éteignit. Le silence entre eux pesa plus lourd que jamais. Richard resta planté là, impuissant. Il avait les mots, mais il ne savait pas les utiliser. Il ne connaissait pas son propre fils. Il ne savait pas quoi demander ni quoi dire. Il chercha le regard de Claire, ses yeux implorant de l'aide. Claire s'approcha. Elle regarda Richard et signa. « Demandez-lui son dessin. Il a terminé celui de la nébuleuse d'Orion aujourd'hui. » Le visage de Richard s'éclaira de soulagement. Il se tourna vers Léo. « Léo, tu dessines. Je peux voir. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Son père ne lui avait jamais pas une seule fois demandé à voir ses œuvres. L'art était un autre fantôme de sa mère qui avait été une peintre talentueuse. Hésitant, il hocha la tête. Tous 3 se rendirent dans l'atelier de Léo. Les murs étaient couverts de ses dessins, des croquis époustouflants de galaxies de planètes et de lunes réalisées au fusain et au crayon. C'était silencieux, beau immense, à l'image du monde qu'il habitait. Richard parcourut la pièce stupéfait. Il avait payé les professeurs et les fournitures artistiques coûteuses, mais n'avait jamais vraiment regardé ce que son fils en faisait. Il s'arrêta devant un grand dessin complexe d'une galaxie en spirale. « C'est incroyable »,
dit-il à voix haute, puis se reprit et tenta de le signer. Ne connaissant pas le signe pour incroyable, il signa seulement bien. Très bien. Léo vit la véritable admiration sur le visage de son père. Un petit sourire d'espoir se dessina sur ses lèvres. Il pointa une faible lueur dans un coin du dessin. « C'est une étoile en train de naître », signa-t-il à Claire, sachant que son père ne comprendrait pas. Claire traduisit. Il dit que c'est une étoile en train de naître. Richard regarda le dessin, puis son fils. Peu à peu, une compréhension nouvelle se forma sur son visage. Il voyait bien plus qu'une image de l'espace. Il voyait l'âme de son fils. Un garçon qui ne pouvait entendre le monde avait trouvé une façon d'en montrer la beauté. Ce soir-là, Richard Gravois fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il monta au grenier. Dans un coin, sous un drap poussiéreux, se trouvait un grand piano, le piano de sa femme. Il s'assit sur le banc, le bois froid sous ses doigts. Il ne joua pas, il resta simplement là dans le silence, et pour la première fois, il commença vraiment à écouter. Le changement dans la maison Gravois fut progressif, mais profond. Le lourd silence, oppressant, se mit à se dissiper, remplacé par le mouvement calme et constant des mains qui s'exprimaient. Richard rejoignait désormais Léo et Claire dans le jardin, non plus comme un intrus, mais comme un participant. Il posait des questions à Léo sur son astronomie, et Léo, avec l'aide de Claire, lui expliquait le cycle de vie d'une étoile, ou la différence entre une météorite et une comète. Richard, à son tour, se mit à partager des choses sur sa propre vie. Il raconta à Léo sa toute première invention, un simple programme qu'il avait écrit dans sa chambre d'étudiant. Il essaya d'expliquer le monde complexe des affaires, des actions et des fusions, et Léo, à sa surprise, sembla en comprendre la logique sous-jacente. Il venait de deux univers différents, la science et le commerce, mais ils trouvaient un terrain commun. Un soir, alors que tous trois étaient assis dans la bibliothèque, Richard se tourna vers Claire. « Claire, dit-il en parlant, et en signant en même temps, une habitude qu'il avait prise, je veux te remercier. Tu m'as fait un immense cadeau. » Il ne dit pas les mots exacts, tu as rendu sa voix à mon fils, mais Claire les entendit malgré tout. Cependant, cette paix nouvelle restait fragile. Le monde extérieur, avec son bruit et ses jugements, ne pouvait être tenu à distance indéfiniment. La question de l'éducation de Léo devint un point de discorde. Ses tuteurs rapportaient qu'il prenait du retard dans les matières exigeant une instruction orale. Ils recommandèrent une école spécialisée pour sourds à plusieurs centaines de kilomètres. Cette suggestion provoqua une panique immédiate chez Richard. L'ancien Richard Gravois, le PDG, aurait vu la logique une solution efficace à un problème. Mais le nouveau Richard, le père, ressentait une opposition viscérale. Envoyer Léo au loin lui paraissait une reddition, comme admettre qu'il ne pouvait pas créer un monde pour son fils ici, chez lui. Il convoqua une réunion dans son bureau. Léo était là, tout comme Claire, à sa demande expresse. Le précepteur principal, un homme sévère nommé M. Aubert, exposa ses arguments. « Monsieur Gravois, Léo est un garçon brillant, mais son environnement le limite, » dit-il d'un ton condescendant. « Il doit être avec ses pairs dans un lieu adapté à gérer son handicap. » Le mot resta suspendu, laid et coupant. « Je ne suis pas handicapé, » signa Léo, ses gestes vifs et pleins de colère. « Je suis sourd. » Monsieur Aubert, qui ne comprenait pas la langue des signes, poursuivit. « Il doit apprendre à fonctionner dans le vrai monde. Cette dépendance envers une seule compagne, ce langage privé qu'il partage, ne le prépare pas à une vie indépendante. » Il lança un regard vers Claire. Son rôle était clair pour lui. Elle était une béquille, un fardeau.
Richard sentit monter en lui la colère autoritaire d'autrefois. Mais avant qu'il ne parle, Claire se leva. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille en robe simple. « Vous avez tort, dit-elle la voix tremblante, mais ferme. Être sourd n'est pas sa faiblesse, c'est la vôtre. C'est vous qui ne savez pas parler sa langue. C'est vous qui êtes handicapé par votre ignorance. » La pièce plongea dans un silence stupéfait. Le visage de M. Aubert vira au rouge vif. Il regarda Richard, attendant qu'il réprimande cette enfant insolente. Richard regarda Claire, puis son fils, qui la fixait avec une admiration totale. Il vit le feu dans ses yeux, sa loyauté farouche. Il vit le courage dont parlait autrefois l'arrière-grand-père de Claire. Il se tourna vers le précepteur. « Claire a raison, » dit-il d'une voix calme, mais absolue. « Le problème n'est pas mon fils. Le problème, c'est notre environnement, et je vais le changer. » Son regard se fit aussi froid et dur que l'acier. « Vous êtes congédié, monsieur Aubert. Merci de vos services. » Après que le précepteur fulminant eut quitté la pièce, Richard se tourna vers Léo et Claire. Un lent sourire déterminé se dessina sur son visage. « Nous allons faire les choses autrement, » annonça-t-il. « Désormais, quiconque travaille avec Léo tuteur, employé, tout le monde, devra apprendre la langue des signes française. Nous n'allons pas t'envoyer dans un autre monde, Léo. Nous allons faire de ce monde le tien. » C'était une déclaration de guerre contre le silence. C'était une promesse. Et tandis que Claire se tenait entre le père et le fils, elle comprit que ce n'était pas seulement la fin d'une réunion, mais le début d'une révolution initiée, non par un PDG dans une salle de conseil, mais par une petite fille qui avait osé parler une langue que personne d'autre ne se donnait la peine d'apprendre. La déclaration de Richard Gravois n'était pas une promesse creuse. C'était une directive exécutée avec la même rigueur qu'il appliquait à ses affaires. Le domaine Gravois subit une transformation silencieuse mais radicale. Des notes de service furent diffusées. Le service du personnel, jusque-là chargé seulement de la paix, et des congés reçus soudain. La mission de recruter les meilleurs professeurs de langue des signes française du pays. La participation n'était pas optionnelle. 2 fois par semaine, la grande salle à manger, habituellement réservée aux dîners formels et aux galas de charité, se transforma en salle de classe. Les jardiniers s'asseyaient aux côtés des cuisiniers, les chauffeurs à côté des femmes de chambre, tous trébuchant à travers l'alphabet de la LSF, leurs mains usées par le travail, bougeant, avec un mélange de confusion et de détermination. Pour certains, c'était une corvée, une tâche de plus dans une longue journée. Claire les voyait parfois dans les couloirs, s'exerçant à leurs signes avec des soupirs de frustration. Mais pour d'autres, c'était une révélation. Un jeune valet nommé Thomas découvrit qu'il avait un véritable don pour la langue. Ses signes devinrent rapides et expressif. Il commença à saluer Léo dans les couloirs, et Léo, d'abord surpris, lui rendait son salut, un petit sourire satisfait aux lèvres. La cuisinière, une femme chaleureuse et débordante d'énergie nommée Maria, apprit les signes pour différents aliments et montrait fièrement à Léo ce qu'il y aurait au dîner chaque soir, lui demandant ce qu'il voulait comme dessert. Le monde du manoir autrefois, un lieu de silence, écrasant pour Léo, commença peu à peu à s'ouvrir. Il n'était plus un prince invisible, mais un garçon à qui l'on pouvait enfin parler. Le cercle invisible de silence qui l'avait entouré pendant des années se dissolvait un signe après l'autre. Ses nouveaux tuteurs formaient un groupe choisi avec soin, tous maîtrisant la langue des signes française. Ils étaient jeunes dynamiques passionnés. Son nouveau professeur de sciences, un homme nommé Monsieur Davy,
l'emmenait à l'observatoire du domaine resté inutilisé pendant des années, et ils passaient des heures à regarder à travers le télescope, leurs mains s'agitant, pour discuter des lunes de Jupiter et de la possibilité de vie sur d'autres planètes. Sa professeure de littérature, une femme bienveillante nommée Madame Albray, lui fit découvrir la poésie, lui montrant comment le rythme et l'émotion d'un poème pouvaient être traduits en beauté visuelle, une danse de mots et de sens. Léo n'apprenait pas seulement, il s'épanouissait. Il était stimulé, mis au défi, et pour la première fois réellement reconnu dans un cadre scolaire. Ses résultats s'envolaient. Mais plus encore, une nouvelle confiance s'épanouissait en lui. Le garçon réservé et solitaire s'effaçait laissant place à un jeune homme curieux, plein d'esprit et engageant. Richard Gravois, lui, était l'élève le plus assidu de tous. Il libérait son emploi du temps pour ses cours avec Claire et pour les leçons formelles. Il s'entraînait sans relâche, signant seul dans la voiture, dans son bureau, devant le miroir de la salle de bain. Il n'apprenait plus seulement des mots, il découvrait une nouvelle manière de penser, de voir. Ses conversations avec Léo devenaient plus naturelles, plus profondes. Elles allaient au-delà des simples questions et réponses. Un soir, Richard trouva Léo dans la bibliothèque, en train de dessiner dans un cahier. « Qu'est-ce que tu dessines » signa-t-il en s'asseyant en face de lui. Léo retourna le carnet. C'était un dessin détaillé d'une main, une main élégante tenant une étoile dans sa paume. « C'est pour Claire » signa Léo. « Pour son anniversaire, la semaine prochaine. » Richard contempla le dessin, puis son fils. « C'est magnifique. Tu as le talent de ta mère. » Cette fois, l'évocation de son épouse ne déclencha pas une vague de douleur, mais une chaleur douce amère. Il avait passé des années à essayer de protéger Léo de la souffrance de son souvenir, mais il comprit alors qu'il n'avait protégé que lui-même. En réduisant le passé au silence, il avait réduit une part de son fils au silence. « Parle-moi d'elle » signa Léo, son expression ouverte, avide. « Comment était-elle » Alors Richard commença à parler. Il évoqua son rire qu'il décrivit comme des feux d'artifice silencieux. Il parla de son amour pour le jardin de sa voix de chant affreuse et de cette petite tache de peinture qu'elle se mettait toujours sur le nez quand elle travaillait. Il parla des heures durant sa voix et ses mains, dessinant ensemble le portrait de la femme qu'ils avaient tous deux perdue. Léo écoutait les yeux brillants, buvant chaque mot. Il découvrait enfin sa mère, non pas comme un fantôme tragique, mais comme une personne vivante, vibrante, aimante. Le silence dans la maison n'était plus vide, il était rempli de mémoire. Le rôle de Claire avait lui aussi évolué. Elle n'était plus seulement une compagne, mais le cœur de ce nouveau monde qu'ils construisaient tous ensemble. Elle était le pont entre le père et le fils, la traductrice, l'enseignante, et la plus fidèle amie que Léo ait jamais eue. Le fonds d'études que Richard avait créé était bien réel, une épargne grandissante qui lui promettait un avenir au-delà de ses rêves les plus fous. Mais Claire restait concentrée sur le présent, sur la joie simple de son amitié avec Léo. En grandissant, approchant de l'adolescence, leur lien se renforça encore. La camaraderie légère de l'enfance se transforma en une compréhension profonde et tacite. Ils apprirent à anticiper les pensées l'un de l'autre, à finir les phrases signées de l'autre. C'était une connexion plus profonde que les mots parlés ou signés. Une langue à eux seuls construite dans le silence, partagée du jardin, dans la compréhension tranquille de la bibliothèque, dans les milliers de petits instants qui avaient tissé leur vie commune. Le monde extérieur, cependant, restait un défi.
Si le domaine Gravois était devenu un havre-le-monde au-delà de ses murs de pierre, n'était pas aussi accueillant. Un après-midi, Richard emmena Léo et Claire en ville pour une sortie rare. Il devait passer par une galerie afin de voir un tableau qu'il envisageait d'acheter pour sa collection. La galerie était un espace chic et minimaliste, aux murs blancs et au sol en béton poli. Les visiteurs parlaient à voix basse, dans ce murmure respectueux que l'on réserve à l'art et à l'argent, alors que Léo et Claire observaient une grande toile abstraite, deux femmes élégamment vêtues, non loin d'eux, commencèrent à parler à voix basse. « C'est le fils de Richard Gravois », chuchota l'une, sans chercher à être discrète. Le sourd. « C'est une telle tragédie. »« Je sais, » répondit l'autre, la voix dégoulinante de pitié. « Il est plutôt beau garçon, mais quelle vie peut-il avoir? Ce doit être tellement isolant. Et regarde, il a cette petite fille avec lui. J'ai entendu dire que Gravois l'a engagée pour être sa gardienne. » Claire sentit une bouffée de colère brûlante. Elle vit les épaules de Léo se raidir. Il n'avait pas entendu les mots, mais il lisait la pitié, dans leurs yeux l'inclinaison condescendante de leur tête. Ces regards, il les avait vus toute sa vie. Il se détourna de la toile, le visage figé dans ce masque poli d'indifférence qu'il portait toujours devant le monde extérieur. Claire ne pouvait pas laisser passer cela. Elle se rappela son arrière-grand-père, un homme qui avait affronté des ennemis sur un champ de bataille. Elle savait que certaines batailles se menaient avec des mots, d'autres avec le silence. Elle marcha droit vers les deux femmes. « Il s'appelle Léo », dit-elle sa voix claire, faisant sursauter les deux dames. « Et il n'est pas une tragédie, c'est un artiste. Il voit sans doute plus de beauté dans ce tableau que vous n'en verrez dans toute votre vie, et je ne suis pas sa gardienne, je suis son amie. » Les femmes restèrent muettes, le visage empourpré de honte. Avant qu'elles ne puissent balbutier une réponse, Richard Gravois se trouvait déjà aux côtés de Claire. Il avait entendu chaque mot. Il ne regarda pas les femmes. Toute son attention était tournée vers son fils. Il posa une main sur l'épaule de Léo et signa « Ça va ». Léo regarda Claire, vit le feu protecteur dans ses yeux, puis regarda son père dont le visage n'exprimait pas la pitié, mais l'inquiétude sincère. Le masque poli s'effondra. « Ça va », signa-t-il, puis il ajouta « Parce que je ne suis pas seul ». Richard se tourna alors vers les deux femmes, son regard froid et tranchant. « Je crois que nous avons terminé ici », dit-il d'une voix qui ne laissait place à aucune réplique. Il guida Léo et Claire hors de la galerie, laissant les deux femmes dans un silence stupéfait et honteux. Sur le chemin du retour, l'ambiance fut méditative. L'incident avait rappelé douloureusement les préjugés du monde, mais il témoignait aussi du chemin parcouru. Des années plus tôt, Léo se serait replié sur lui-même, et Richard aurait été impuissant. À présent, ils formaient un front uni. « Merci, Claire », dit Richard, depuis le siège avant, croisant son regard dans le rétroviseur. « Je n'ai rien fait », répondit-elle. « Tu as été ma voix », signa Léo à côté d'elle. Il tendit la main et effleura doucement la sienne, un petit geste de gratitude immense qui résonna entre eux. Au fil des ans, le domaine Gravois devint connu dans certains cercles, non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa culture unique. C'était le manoir où les jardiniers pouvaient discuter philosophie avec le fils du propriétaire, où le PDG s'exerçait à la langue des signes avec une jeune fille qui n'avait été autrefois que la fille de la gouvernante. L'arrière-grand-père de Claire Henry vint leur rendre visite une année. Il était un vieil homme désormais le dos voûté et les mains noueuses par l'âge, mais ses yeux restaient vifs et clairs. Claire le présenta à Léo.
Henri observa les deux jeunes converser leurs mains, bougeant avec la grâce aisée de longues années de pratique. Il observa aussi Richard Gravois les rejoindre ces signes encore un peu lents, mais remplis d'un amour paternel limpide. Plus tard, assis avec Claire sur un banc du jardin, Henri lui tapota la main. « Ce garçon, Léo, dit-il de sa voix grave. Il me rappelle mon ami David, celui qui avait perdu Louis à la guerre. Le monde voulait lui faire croire qu'il était brisé. Mais il ne l'était pas. Il était juste silencieux. Il contempla la magnifique demeure, la vie que Claire avait contribué à bâtir ici. Tu as fait une belle chose, Claire. Tu t'es souvenu de la règle la plus importante. Quelle règle? Grand-père, demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Ne laissez personne derrière, dit-il un sourire fier, plissant le coin de ses yeux. Ce n'est pas seulement pour les soldats, n'est-ce pas? Non, grand-père, répondit-elle le cœur rempli. C'est pour les gens. Pour le 18e anniversaire de Léo Richard, organisa une fête. Ce n'était pas un gala grandiose et ostentatoire comme celui d'autrefois, mais une réunion plus intime, tenue dans le jardin, sous une voûte d'étoiles. Les invités n'étaient pas des associés d'affaires, ni des figures mondaines, mais les personnes qui étaient devenues leur famille. Les précepteurs, le personnel qui avait appris sa langue, la mère de Claire Suzanne et son arrière-grand-père Henri étaient tous présents. Une musique douce s'échappait de haut-parleurs dissimulés, mais l'air était surtout rempli du bourdonnement tranquille, des conversations signées et du son des rires. Au centre de tout cela se tenait Léo, non plus un enfant, mais un jeune homme, confiant, à l'aube de l'âge adulte. Il avait été admis dans une université prestigieuse pour y étudier l'astronomie, un avenir qu'il n'aurait jamais osé rêver autrefois. Richard se leva pour porter un toast. Il n'utilisa pas de microphone. Il se tint devant l'assemblée et il signa. Ses gestes étaient sûrs et fluides, affinés par des années de pratique. Ce soir, nous célébrons mon fils, Léo, commença-t-il. Pendant des années, j'ai vécu dans une maison silencieuse, et je pensais que c'était parce que mon fils n'entendait pas. J'avais tort. C'était silencieux, parce que j'avais oublié comment écouter. Il regarda Léo, les yeux brillants d'amour et de fierté. Tu m'as appris une nouvelle langue, Léo, pas seulement celle des mains, mais celle du cœur. Tu m'as appris que le rôle d'un père n'est pas de réparer son enfant, mais de le voir, de vraiment le voir. Puis il se tourna vers Claire, qui se tenait à côté de Léo. Et Claire, il y a longtemps, tu as traversé une salle pleine de monde pour parler à un garçon que personne d'autre ne voulait voir. Tu étais une petite fille avec le courage d'un soldat. Tu nous as sauvés tous les deux. Tu n'es pas la fille de la gouvernante. Tu es ma fille, en tout point qui compte. Des larmes coulaient sur le visage de Claire, tandis que Léo lui souriait un regard d'accord profond et d'histoire partagée, passant entre eux. Plus tard dans la soirée, alors que la fête touchait à sa fin, Léo et Claire allèrent à leur endroit préféré, sous le saule pleureur. Le livre de poèmes que son arrière-grand-père lui avait donné encore plus usé par les années se trouvait dans sa poche. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés ?» signa Léo, la lumière de la lune filtrant à travers les feuilles. Claire sourit. « J'étais terrifiée. Je pensais que j'allais avoir de gros ennuis. Tu étais la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue, signa-t-il. Puis il fit une pause, son expression devenant sérieuse. Tu n'as pas seulement marché dans mon silence, tu m'as montré comment en construire un nouveau monde, un meilleur. Il sortit de la poche de sa veste un dessin encadré. C'était celui qu'il avait fait des années plus tôt, un croquis élégant et détaillé d'une main tenant une étoile brillante. Je l'ai fait pour toi, il y a longtemps,
signa-t-il. Je veux que tu l'aies maintenant. L'étoile, c'est mon monde. La main, c'est la tienne. Tu l'as tenue, tu l'as protégée. Claire prit le dessin, ses doigts suivant les lignes à travers le verre. Son cœur était trop plein pour les mots. « Je pars, étudier les étoiles dans le ciel. » Continua Léo, son regard clair et déterminé. « Mais tu seras toujours ma plus vraie amie. Celle qui m'a appris que les lumières les plus brillantes ne sont pas toujours celles que l'on peut voir. Parfois, ce sont les personnes qui te voient. » Il tendit la main, non pour prendre la sienne, mais pour frapper doucement son poing contre le sien, un signe de solidarité, d'un lien profond et indestructible. C'était la promesse d'un avenir partagé, non pas fondé sur la romance, mais sur la base inébranlable de la véritable compréhension. Ensemble, ils levèrent, les yeux à travers, les branches du saule, vers l'immense univers silencieux. Deux âmes qui avaient trouvé leur propre langue dans un monde de bruit. La fille de la gouvernante n'avait pas seulement parlé aux fils sourds, elle avait appris à tout un royaume une nouvelle façon d'écouter,